Bon, je commencerai par dire naturellement, comme mon prédécesseur, que je suis très content de me retrouver dans cet établissement où j'ai fonctionné où j'ai fait des séminaires pendant 30 ans, et d'y être aussi avec deux des anciens briscards de cette université, les représentants intermédiaires, la deuxième génération. Et je dois dire que c'est pour moi quelque chose de toujours un peu frappant, un peu singulier, de voir se reproduire cette assistance, cette présence, cette attention dans cet établissement à la constitution duquel j'ai participé. J'ai été membre de l'équipe qui a désigné tous les professeurs, et notamment tous les professeurs de philo, à l'automne 1969. Oui. Alors, moi, j'ai arrêté mon séminaire à l'âge de 80 ans, l'année dernière, et mon camarade René Scherrer arrête maintenant le sien à 95 ans, on peut le dire. Oui. Hein, c'est pas une erreur. Il montre ainsi quand même une admirable endurance, bien supérieure à la mienne, oui. Supérieure de 15 ans. Et c'est ça. Et je voudrais dire ici qu'elle est d'autant plus admirable, cette endurance, que ne lui ont certes pas été épargnés de redoutables assauts venant d'une opinion manœuvrée comme des puissances de l'État. Sa pensée de l'enfance, d'une originalité très grande, comme moment dialectique du sujet, en fait, comme moment dialectique du devenir du sujet, et comme foyer de ce que deviendra son rapport à l'autre, pensée qui était renouvelée de Rousseau, par Fourier, comme par la pensée contemporaine de la sexualité, a déchaîné contre lui les imprécations et les insinuations les plus viles. Mais s'il y a une qualité qu'il faut lui reconnaître à mon camarade Scherrer, c'est qu'il n'est pas homme à plier. Et je le sais d'autant plus que je fus avec lui, il y a presque 50 ans, dans une longue et sévère garde à vue, consécutive à l'assaut que nous avions donné, assaut collectif qualifié par la justice de « à force ouverte », donc nous étions à force ouverte, lui et moi, à l'horrible institution qu'était l'éducation surveillée. Et je me souviens encore de René dans notre cellule, se dressant soudain, et de sa voix aux échos terribles, protester contre l'injustice de tout ça, je dois dire à la grande stupeur des Pandores du commissariat. Alors que tout ce que je vais dire reste dans l'écho de ce souvenir épique. Je voudrais commencer par un rappel assez lointain qui fera comme le décor de ce que je vais vous dire. Il s'agit d'une définition de la philosophie que j'ai formulée dans mon propre séminaire en 1990, il y a donc presque 30 ans, et dont je veux vous lire le début. La philosophie est prescrite par des conditions qui sont les types de procédures de vérité ou procédures génériques. Ces types sont la science, plus précisément le mathème, l'art, plus précisément le poème, la politique, plus précisément la politique d'émancipation, et l'amour, plus précisément la procédure qui fait vérité de la disjonction de deux sujets.
La philosophie est le lieu de pensée où s'énonce le « il y a » des vérités et leur compossibilité. Pour ce faire, elle monte une catégorie opératoire, la vérité, qui ouvre dans la pensée un vide actif. Ce vide est repéré selon l'envers d'une succession, ce qu'on peut appeler le style d'exposition argumentatif, ou l'au-delà d'une limite. C'est le style d'exposition persuasif ou subjectivant. La philosophie, comme discours, agence ainsi la superposition d'une fiction de savoir et d'une fiction d'art. Dans le vide ouvert par l'écart ou l'intervalle de ces deux fictionnements, la philosophie saisit les vérités. Cette saisie est son acte. Par cet acte, la philosophie déclare qu'il y a des vérités et fait que la pensée est saisie par cet « il y a ». Ce saisissement par l'acte atteste l'unité de la pensée. Fiction de savoir, la philosophie imite le mathème. Fiction d'art, elle imite le poème. Intensité d'un acte, elle est comme un amour sans objet. Adressée à tous, pour que tous soient dans le saisissement de l'existence des vérités, elle est comme une stratégie politique sans enjeu de pouvoir. Alors, aujourd'hui, je voudrais me rapprocher avec vous de l'énoncé selon lequel, fiction d'art, la philosophie imite le poème. Et donc, le combat dont je parlerai sera partiellement le combat ou le démêlé de la philosophie et de la poésie. Donc, en tant que fiction d'art, la philosophie imite le poème, veut dire que quelque chose dans l'acte philosophique lui-même prend nécessairement une forme liée ou dialectiquement voisine de la poésie. Alors je voudrais articuler la logique de ce processus. Finalement, que dire aujourd'hui du lien ou du combat ou du conflit entre philosophie et poésie, dès lors que nous savons qu'il y a dans la philosophie un bord argumentatif qui peut paraître s'opposer en réalité au style de rapport à la langue qui est celui de la poésie. Mais je pense que, pour ma part, qu'il y a une inévitable relation entre la langue philosophique et les langues du poème, et que donc il faut aussi penser comment cette articulation est possible dès lors que l'argumentation, c'est-à-dire l'imitation de la science, l'imitation logique de la science, est aussi une donnée inévitable de la philosophie. Alors je vais proposer la logique de ce rapport entre philosophie et poésie en 13 thèses. Voilà. J'adore les thèses. Et dans une polémique avec mon grand ami, hélas, disparu, Lacula Barthes, je notais qu'il avait commencé un livre en disant « Ce qui, aujourd'hui, n'est plus possible en philosophie,
c'est de produire des thèses. Et donc, mon réel est cet impossible, à savoir l'impossibilité de produire des thèses. Donc, 13 thèses. 13 pour éviter 12, n'est-ce pas, qui ferait un peu sacramentel. Alors, je vous dis la thèse et puis je la commente légèrement, en fait, pour lier les choses. Thèse 1, la philosophie naît en Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ, sous condition des mathématiques, mais dans l'élément langagier de la poésie. Petite ponctuation, c'est tout à fait significatif d'un point de vue factuel. La naissance de ce que nous appelons, nous, philosophie, est contemporaine de l'apparition en Grèce des mathématiques démonstratives, et s'y réfère d'ailleurs fréquemment, mais cette apparition se fait dans le langage de la poésie elle-même, puisque les philosophes dits présocratiques sont en général des compositeurs de vastes poèmes, à commencer par le plus grand d'entre eux probablement, qui est Parménide. Alors j'achève la thèse, dès lors, avec cet équivoque de la naissance, il subsistera toujours une tension entre volonté démonstrative et volonté séductrice. Donner des preuves, oui, mais de façon qu'on puisse aussi plaire tout de même. C'est la psychologie secrète de tout philosophe. Argumenter, oui, mais séduire aussi tout de même. Ne pas être dans une pure et simple rhétorique de l'argument ou se réduire à n'être qu'un faux mathématicien. Alors, thèse 2. Cette tension peut prendre la forme d'une contradiction, comme vous le savez. Platon parle d'un, je le cite, très ancien conflit entre poésie et philosophie. Et lui-même attaque durement la poésie, tout en déclarant fréquemment son amour pour elle. Un amour malheureux, somme toute. Alors vous voyez, je finis la thèse, la contradiction entre philosophie et poésie, elle est donc moins objective, c'est-à-dire une différence entre deux matériaux langagiers, entre deux rhétoriques, la rhétorique de l'argument et la rhétorique de la poésie, elle est moins objective que subjective. Au fond, poésie et philosophie tentent l'une et l'autre de produire, par le seul effet du langage, qui est leur matériau commun et unique, deux espèces distinctes de conversion des auditeurs. Thèse 3. La poésie critiquée par Platon n'est pas la poésie en général, mais la poésie qu'il appelle imitative, dont les modèles sont pour lui, d'une part, l'épopée, et de l'autre, et surtout, le théâtre tragique. On voit bien que la question est alors non pas tant celle du langage, la question de la forme, que celle des effets subjectifs de la poésie, de cette poésie imitative ou tragique. Ce que Platon voit dans la poésie, c'est ce que j'appellerais une séduction incontrôlée, ou une séduction sans maître, qui autorise que les spectateurs et les auditeurs s'identifient à des modèles de pensée, de sentiments, d'action inacceptables pour le philosophe.
Donc je commence à ce point-là, on pourrait dire, voilà, on pourrait être tenté de conclure, la philosophie et la poésie ont ceci de commun que le langage est leur unique instrument, et elles ont de contradictoire le fait que la question de l'effet du langage n'est pas le même, que l'effet de la poésie et de la poésie tragique est une identification pathétique à des affects que la philosophie va tenter au contraire de contrôler ou de restreindre. Cependant, thèse 4, une objection, thèse 4, le maniement poétique du langage est, chez Platon lui-même, constant. Il est même plus présent que dans bon nombre d'autres philosophes, à vrai dire. Donc le maniement du langage est chez Platon constant, notamment, comme vous le savez, dans la forme des mythes, très proches, somme toute, de certaines fables du théâtre, sorte de fables qui produisent et changent les concepts, qui arrachent les concepts à la stricte déduction, en inventant le récit de leur naissance, de leur histoire ou de leur dégénérescence. Donc, on voit bien que la première conclusion que je proposais n'est pas suffisante, parce que les effets d'identification à des affects que, en effet, Platon reproche à la poésie, il les reproduit lui-même dans la figure des mythes qui ne sont plus du tout de l'ordre argumentatif, mais qui précisément tentent de produire un effet de séduction et de ralliement. Thèse 5 qui va dans le même sens, mais autrement. Il n'y a jamais eu de philosophie entièrement écrite en langage mathématique. Ça, c'est un fait. Parce que la philosophie, même démonstrative, ne parvient pas au stade de la formalisation. C'est ça le point. La philosophie est capable de proposer des preuves, mais elle n'est pas capable de produire un langage univoque, comme est le langage formel des mathématiques. Spinoza et encore plus Leibniz y ont songé, mais ils n'ont pas pu le faire. Spinoza, par exemple, est un cas limite. Il présente son œuvre dans la forme d'un traité de mathématiques classiques. C'est le modèle, c'est les éléments d'Euclide, avec définition, axiomes, théorèmes. Mais à l'évidence, on est encore très loin d'un calcul rigoureux dont les règles permettraient que tout le monde soit d'accord sur ce qui est dit et prouvé. Ça, c'est parce que la philosophie peut s'argumenter, mais elle ne parvient jamais à se formaliser. Raison pour laquelle il n'y a jamais eu de philosophie écrite en langage mathématique, mais il y a eu, en revanche, des poèmes philosophiques. Le De Natura de Lucrèce, par exemple, indubitablement un poème, un très grand poème, un poème admirable, mais un poème qui se veut explicitement philosophique. On peut aussi se dire que très largement, des parties entières de l'œuvre de Nietzsche sont de figuration poétique, en particulier dans Ainsi parlait Zarathustra, avec ces admirables poèmes nocturnes qu'on y trouve et qui sont de la poésie pure. Alors, ceci continue l'objection qui considérait à dire que le matériau commun qu'est la langue est manié à des fins différentes. Ça n'est pas exact, d'abord parce que le poème, la philosophie emprunte au poème des formes langagières, et deuxièmement parce que ce qui est visé, ce sont bien de nouveaux affects. Alors, thèse 6, une explication peut-être de ce point.
les mathématiques, qu'on peut définir comme l'ontologie formelle, une ontologie formelle, comme faisait Husserl, ontologie formelle des multiplicités, je dirais plus précisément, les mathématiques, en tant qu'ontologie formelle des multiplicités, sont une science indépendante qui constitue un domaine clos. On y entre ou on n'y entre pas, et on sait parfaitement ce qui est mathématique et ce qui ne l'est pas. Je soutiendrai qu'il n'en va pas de même de la poésie. La poésie n'est pas un domaine d'expression indépendant constituant un domaine clos. Personne n'a jamais pu déterminer avec exactitude les frontières de la poésie. C'est un point qui fait partie de sa définition. C'est pour ça que cette question est constamment débattue par les poètes eux-mêmes, avec souvent une certaine fureur. À quel endroit abandonne-t-on la poésie? Qu'est-ce qui n'est plus poétique ou pas poétique? C'est une affaire que la poésie ne cesse de traiter et de retraiter. Alors, moi je dirais, la poésie, en tout cas, c'est un traitement extraordinaire de la langue ordinaire. Je ne dis pas que ça la définit entièrement, mais c'est une propriété. C'est un traitement de la langue ordinaire, c'est écrit dans la langue ordinaire, mais c'est un traitement extraordinaire de la langue ordinaire. Et en tant que telle, elle peut surgir au détour de tout texte, en tant que traitement soudainement extraordinaire de la langue ordinaire. Quelque chose de poétique peut surgir au détour de tout texte, d'où, comme vous le savez, les innombrables discussions sur l'existence d'une poésie en prose, sur l'existence d'une poésie sans règles, etc., etc. Tout cela est vrai, car tout traitement tendu et spécial de la langue ordinaire peut produire un effet poétique, quel que soit le contexte. À partir de là, on entre dans ma propre interprétation de ce qui, jusqu'ici, est un état des faits, un constat de la situation. C'est la thèse 7. Les mathématiques, vues depuis la philosophie, sont l'appareillage démonstratif de la pensée de l'être. Les mathématiques, vues depuis la philosophie, sont l'appareillage démonstratif de toute pensée de l'être dans la figure d'une théorie formelle des multiplicités. Alors, je soutiendrai que la poésie, vue du point de la philosophie, constitue, en revanche, dans la langue, la ressource d'une saisie de l'événement. Donc la destination intra-philosophique du recours à l'une ou à l'autre n'est pas exactement la même. On pourrait dire, en affaiblissant d'un certain sens l'énoncé, que, vu depuis la philosophie, les mathématiques sont le paradigme de l'argumentation. Et en particulier de l'argumentation de type ontologique. Alors que la poésie, vue du même point, elle ne concerne pas la saisie structurale de ce qui est, mais la tentative de saisie de ce qui advient. En ce sens, j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'être et l'événement ». On aurait pu le sous-titrer « Mathématiques et poésie » si on s'était référé aux opérateurs langagiers possibles. D'ailleurs, dans ce livre, j'ai introduit une thèse explicite sur le fait que le nom d'un événement, nommer un événement, c'est un acte qui emprunte nécessairement à l'extraordinaire de la langue, donc à son maniement poétique. Même si c'est un mot banal.
C'est-à-dire, si vous scandez une rencontre amoureuse par l'énoncé « je t'aime », énoncé très ordinaire, vous êtes en train de saisir par ce nom la déclaration de quelque chose qui arrive, quelque chose dont vous voulez sceller et dire que c'est arrivé. Voilà. Ça n'est pas une position d'être, ça. C'est instable, c'est un devenir, c'est une fulgurance, c'est quelque chose qui devra être protégé, reconstruit, etc. Et c'est pour ça que la langue pour le parler est la langue poétique, y compris dans la forme la plus élémentaire de la déclaration, jusqu'au plus gigantesque poème lyrique, hein, puisque tout un registre de la poésie est en réalité consacré à la nomination complexe de ce type d'événement. D'où la thèse 8, qui détaille la poésie, c'est la capacité du langage à dire ce qui est impossible à dire. Ou le pouvoir qu'a l'esprit de forcer le langage à dire ce qui est impossible à dire. Comme justement une rencontre, une révolution, une création, un surgissement, toutes ces données. Également, d'ailleurs, la disparition ou la mort. Tout cela, c'est le registre de ce que le langage ne peut pas prononcer dans son intensité, en tant que ça arrive, et non pas en tant que ça est. Vu depuis la philosophie, c'est-à-dire utilisé par la philosophie, ce pouvoir de dire ce qui est impossible à dire permet de prononcer que les vérités sont universelles. C'est-à-dire universelles parce qu'elles ne sont pas attachées aux pouvoirs normaux de la langue, ce qui voudrait dire en plus le pouvoir normaux de toutes les langues, et poser le problème à ce moment-là constant du rapport des philosophies aux langues dans lesquelles elles s'expriment, etc., pour aboutir à des énoncés de type heideggerien, selon lequel, quand l'être a eu fini de parler grec, il s'est mis à parler allemand. Hein. Caricature, mais un peu vrai. Et en réalité, l'existence de la poésie comme instance dans la langue de ce qui est impossible à dire dans cette langue, et qui requiert d'inventer dans la langue autre chose que la langue elle-même, peut garantir que ce dont il s'agit est universel. C'est-à-dire n'est pas attaché ni lié à la particularité d'une langue, ce qui veut dire, en un autre langage, que toutes les vérités sont événementielles. C'est-à-dire que toute vérité surgit, que le statut d'une vérité, c'est d'être créé, d'apparaître. D'où une explication assez claire de la registration philosophique de la poésie, c'est la captation par la philosophie du pouvoir poétique propre de se saisir de ce qui, en réalité, dans la langue, resterait, sans le poème, impossible à dire. Et en vérité, on voit parfaitement quand on lit Platon que quand il fait apparaître des mythes, c'est parce que ce qu'il a à dire là est en réalité impossible à dire dans la langue rationnelle, dans la langue de l'argumentation. Ça, c'est absolument clair. Et donc, on voit bien que là, le recours à des formes crypto-poétiques est absolument lié au fait qu'on est dans un barrage que la langue oppose à ce qui doit être dit, et que le franchissement de ce barrage, c'est des emprunts à la possibilité du poème. Je vous signale aussi que ce point explique un
une chose très étrange, qui est que de très grands poèmes peuvent rester très grands en traduction. Parce que là aussi, on touche à des discussions considérables. En réalité, c'est absolument exact. Toute une famille de grands poèmes transitent par traduction et sont reconnus comme magnifiques dans une langue qui n'est pas la leur. Alors ça va dépendre de la traduction, ça explique pourquoi beaucoup de traductions de grands poèmes sont faites par des grands poètes, des choses comme ça, bien sûr. Et en plus, c'est une discussion terrible, parce que traduire un poème, c'est une grande affaire. Mais à la fin des fins, on a un résultat indubitable, c'est que toute une famille de grands poèmes et de grands poètes sont reconnus comme tels universellement, alors que rien ne l'expliquerait s'ils étaient collés à la particularité de la langue. C'est donc que quelque chose a lieu dans le poème qui traite non pas de ce que la langue est capable de dire, mais de ce dont elle est incapable de dire. Et ça transite dans une autre langue. Et vous voyez l'intérêt philosophique éminent de ce point du côté de l'universalité, dès lors qu'il ne s'agit pas de l'universalité mathématique. Si c'est l'universalité mathématique, c'est l'universalité logique et scientifique, il n'y a pas de problème, parce que ça n'est pas dans la langue, c'est dans une langue formalisée particulière. Mais s'il s'agit de ce qui advient, le problème n'est pas soluble par la mathématisation. Ce n'est pas les structures de l'être, ça. C'est l'imprévisibilité de ce qui advient. Là, on est dans le registre poétique, et l'universalité de ce registre est douteuse, puisque le poème utilise la langue maternelle, la langue nationale. On lève cette difficulté en remarquant qu'en réalité, la grande poésie s'efforce et arrive à prononcer dans la langue quelque chose dont la langue était incapable. Ce qui avoisine aussi la fameuse formule de Lacan selon laquelle le réel, c'est l'impossible. Si on appelle réel, là, ce qui surgit, ce qui devient. D'où la thèse 9, tout poème, tout grand poème est en vérité le nom d'un événement. C'est une prise de position assignant la grandeur poétique non pas à la description de ce qui est par les ressources de la langue, mais au toucher de ce qui est impossible à dire, parce que ça advient dans le registre du poème. Alors, parvenu à ce point, je voudrais vous proposer un exercice sur un poème, quand même, qu'on entende un peu de poésie dans cette affaire, alors qu'on entend pour l'instant, évidemment, parler que le philosophe. Je voudrais commenter devant vous, pour illustrer cette thèse, tout poème est le nom d'un événement, un poème de Valéry qui s'appelle Le Platane. Et je vais vous en lire des extraits, il est assez long. Ce poème est un poème qui se pose la question de savoir si la poésie peut se résoudre dans la description magnifique de ce qui est. C'est-à-dire, est-ce que la poésie peut s'attacher à la glorification de ce qu'il y a, et en particulier à la glorification d'objets qui, dans le monde, symboliseraient ce qu'il y a. Et là, c'est le platane. L'arbre, le platane, va être interpellé par le poète comme étant d'autant plus magnifique qu'il est immobile, qu'il est au centre du monde comme une puissance immobile, enracinée, ne pouvant pas bouger, et que dans cette force immobile, le poète va trouver une allégorie de ce qui est, en quelque sorte, éternel. Donc, de ce qui est soustrait à tout événement véritable. C'est-à-dire que le platane devient la figure poétique de ce qui, dans le monde, nous donne les leçons de l'immobilité et de l'éternité immobile. Et le poète va donc parler au platane et va essayer de convaincre le platane qu'il ferait un magnifique symbole poétique de ce qui est. Et à la fin du poème,
le Platane dit non. Voilà. Le Platane dit non, tout simplement. En une strophe. Et le poète est déconfit complètement. Alors, c'est un mouvement intéressant. En réalité, c'est un mouvement très profond dans les poèmes de Valéry, parce qu'à certains égards, le cimetière marin traduit le même mouvement avec des conclusions qui, philosophiquement, sont un peu bergsoniennes. C'est-à-dire, la vie est plus importante que l'être, quoi. Voilà. Alors, je vous lis quelques passages. Tu penches, grand Platane, et te proposes nu, blanc comme un jeune Scythe. Mais ta candeur est prise et ton pied retenu par la force du Scythe. Ombre retentissante en qui le même azur qui t'emporte s'apaise, la noire mer astreint ce pied natal et pur à qui la fange pèse. De ton front voyageur, les vents ne veulent pas. La terre, tendre et sombre, ô Platane, jamais ne laissera d'un pas s'émerveiller ton ombre. Ce front n'aura d'accès qu'au degré lumineux où la sève l'exalte. Tu peux grandir, candeur, mais non rompre les nœuds de l'éternelle halte. Là, tu peux grandir, mais sur place. Tu ne peux pas rompre les nœuds de la halte qui t'assigne à ce paysage. Un peu plus loin, haute profession de feuilles, trouble fier, quand l'âpre tramontane sonne au comble de l'or l'azur du jeune hiver sur tes harpes, Platane. Ose gémir, il faut, ô souple chair du bois, te tordre, te détordre, te plaindre sans rompre, et rendre au vent la voix qu'il cherche en désordre. Donc là aussi, quand le vent souffle, quand la tempête, alors on est dans la figure de l'événement en réalité, quand la tempête arrive, quand la tempête survient, le Platane, lui, va se tordre, se détordre, mais rester dans l'immobilité, le vent ne pouvant pas emporter sa substance. Et le poète dit, je t'ai choisi, puissant personnage d'un parc, ivre de ton tangage, puisque le ciel t'exerce et te presse au grand arc de lui rendre un langage. Donc vous voyez, tout le poème se développe autour de l'intention du poète de fixer au Platane la tâche de symboliser l'immobilité de l'être dans la tempête. Et voici la dernière strophe. Non, dit l'arbre. Il dit non par l'étincellement de sa tête superbe que la tempête traite universellement comme elle fait une herbe. Et donc, à la fin du poème, le Platane revendique non seulement la figure, il refuse la figure de la fixité symbolique auquel le poème veut l'assigner, mais il revendique l'égalité absolue avec tout ce qui, dans la vie, peut courber dans la tempête, peut être emporté, peut être enlevé, etc. Et l'arbre est donc le représentant, là, de la poésie comme événement. Et le représentant que la poésie, ça ne consiste pas à inventer une allégorie de la fixité, ça consiste à dire, au contraire, que toute chose qui existe vit et donc peut être prise dans la surprise d'un événement, même s'il s'agit de la violence d'une tempête. Alors, arrivé là, je propose en thèse 10, sous une forme tout petit peu plus énigmatique, mais que je vais éclairer, la philosophie est une poétisation latente des mathématiques. Alors, là, vous voyez, si la philosophie a pour tâche de saisir l'universalité dans la figure de l'événement, c'est-à-dire si la condition de quelque chose d'universel ne peut jamais être trouvée dans l'être tel quel, mais toujours dans ce qui advient. Autrement dit, si toute grandeur universelle est de l'ordre de la création, en réalité, mais de la création au sens du créé effectif, le créé politique, le créé artistique, etc., s'il y a tout cela, alors on peut dire que la philosophie, qui par ailleurs admet que l'être est pensable dans la figure de la mathématique,
consiste à injecter quelque chose de poétique dans la force mathématique elle-même. Et que le langage philosophique est un langage d'une impureté essentielle, nécessairement impur, quelles que soient ses intentions, parce qu'il doit injecter quelque chose de poétique dans un modèle général de ce qu'est l'être, dont les mathématiques semblent rendre compte scientifiquement et avec la plus grande exactitude. Et je pense que si on examine sous cet angle un texte quelconque de philosophie, on le verra. Et on verra que la phrase philosophique elle-même est une tentative de percer ou de trouer de son propre tissu démonstratif et probant. Un grand rusé là, sur ce point, c'est Spinoza, d'ailleurs. Parce que Spinoza, il écrit tout en démonstration. C'est impressionnant. Action. Mais il a pris grand soin, comme Deleuze, grand admirateur de Spinoza, le remarquait, il a pris grand soin d'écrire des scolies. Alors dans les scolies, on dit ce qu'on veut. Et dans les scolies, on a une espèce de trouée qui se présente comme un complément, mais qui est une trouée à l'intérieur de laquelle, si on regarde bien, on abandonne le principe du paradigme mathématique et on s'ouvre à la possibilité d'énoncés extraordinaires par leur intensité. Voilà. Si vous lisez « L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort », des choses comme ça, ou si vous lisez avec une idée adéquate, nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels, ces énoncés peuvent être présentés comme des théorèmes, mais on sent qu'ils ont été injectés préalablement d'une puissance intrinsèque qui est de provenance poétique. Et alors je dirais qu'on peut généraliser avec des solutions très variables. D'ailleurs, on peut généraliser ça en disant que la philosophie, c'est toujours une poétisation latente des mathématiques. Alors, après, quelques thèses qui nous rapprochent du présent pour finir. Thèse 11, une thèse historisante sur notre période. Au XIXe siècle, et dans une grande partie du XXe siècle, nous avons eu une éclipse de la philosophie proprement dite. C'est-à-dire de la philosophie précisément comme poétisation latente des mathématiques. On a eu, entre disons la fin de l'œuvre de Hegel et l'apogée de celle de Nietzsche. Et puis après, il y a Bergson qui relance aussi les choses dans un autre registre. Dans cette période, il s'est passé que deux facteurs ont entraîné une stérilisation provisoire de la philosophie. Le premier, c'est le positivisme. C'est la grande idée que la science allait remplacer la philosophie. L'idée directrice selon laquelle les développements foudroyants, il faut dire, de la science à partir du début du XIXe pouvaient enchaîner remplacer, rendre vaine la philosophie. Et puis de l'autre, l'histoire et la politique ont enchaîné la philosophie à certaines de leurs conditions. Il y a que d'une certaine manière, y compris dans l'énoncé ambigu et discuté à l'infini de Marx, les philosophes ont jusqu'à présent interprété le monde, il s'agit maintenant de le transformer. Vous voyez quand même quelque chose d'anti-philosophique. Et là, c'est la politique, ce n'est pas le positivisme, la science, mais c'est la politique révolutionnaire qui vient comme l'urgence dictée par la philosophie elle-même. Alors cette combinaison, elle-même antagonique, mais avec des complicités entre les deux, car il y a des complicités dans l'histoire du marxisme, il y a des complicités avec le positivisme, cette bipartition porte atteinte en réalité à l'ambition propre de la philosophie, ou à l'existence d'une ambition propre de la philosophie. Disons, ça porte atteinte au désir de métaphysique. D'ailleurs, ça sera nommé éclipse ou fin de la métaphysique. Bien, alors, la thèse que j'avance, c'est que cette situation a créé une place vide
dans le régime général des créations, de la pensée, etc. Parlons de la place laissée vide par la métaphysique. Si la métaphysique a disparu, sa place est vide. Et je pense que cette place laissée vide a largement été occupée par les poètes. Et c'est ce que j'appelle l'âge des poètes. L'âge des poètes où la force particulière de la poésie à énoncer ce qui est impossible à dire se trouve libérée du dialogue avec la philosophie, et le résultat en est qu'on voit bien qu'une certaine poésie prend sur elle, par une sorte de reflux, de retour, des tâches qui étaient classiquement celles de la philosophie. Et on voit apparaître ce qu'on peut bien appeler une métaphysique poétique. Alors cet âge va, à mon avis, de Hölderlin au début du XIXe à Paul Celan au milieu du XXe, et on y inclut Rimbaud, Mallarmé, Trakl, Mandelstam, Pessoa, Wallace Stevens, Valerio et quelques autres. Je pense que la poésie a assumé, dans cet intervalle, des tâches normalement dévolues à la philosophie, et notamment tout ce qui portait sur le versant événementiel de la philosophie. Il y a la pensée de l'imprévisible, le réel de l'impossible, la fonction du hasard, les nouvelles figures de l'héroïsme. Tout cela a été capturé, en un certain sens, par la poésie, en quoi elle a rendu un grand service à l'humanité. Alors, thèse 12, je pense que nous sommes contemporains, mais en un sens certainement assez large. Nous sommes contemporains de la fin de l'âge des poètes, à raison de la déficience de plus en plus évidente du positivisme et de l'économie politique en général. Alors d'un côté, nous avons l'échec du deuxième communisme, c'est-à-dire celui des États socialistes, le communisme des révolutions installées ou des révolutions étatisées. Donc il faut bien reconnaître l'échec de toute une figure de l'engagement politique comme raison d'être qui a quand même marqué l'humanité pendant une longue séquence. Et nous avons de l'autre côté une crise du positivisme ou des sciences parce qu'elles sont livrées au pouvoir marchand. En un certain sens, on peut dire que la victoire du capitalisme globalisé aujourd'hui, c'est aussi la mise à mal d'un dispositif antérieur dans lequel on avait d'une part un triomphe de la science et de l'autre, lié à ce triomphe de la science, très souvent, un triomphe de l'engagement politique transformateur. Le fait que le positivisme soit maintenant le fait d'une science asservie, en réalité, à la technique et à la marchandise, et le fait que la figure émancipatrice, radicale, soit affaiblie, a reconstitué, vers la fin du XXe siècle, dès la fin du XXe siècle, une certaine indépendance possible de la philosophie. C'est-à-dire la possibilité d'un jeu nouveau dans l'intervalle entre scientificité et poésie. Je crois qu'on pourrait, là, ce serait un autre propos, le montrer en détail en examinant la portée, les significations, les différentes étapes de la poésie contemporaine. Thèse 13. Cependant, plus que jamais, pas de philosophie digne de ce nom sans méditation des poètes. Merci.
je prends la parole juste un tout petit peu pour dire mon assentiment, mon admiration totale pour cette splendide intervention et mise au point. Je suis prêt tout à fait à suivre ta pensée sur ce plan-là, d'autant plus que mon admiration dans le domaine philosophique va à un philosophe qui a été, on pourrait dire, mon maître, ou tout au moins le philosophe que j'ai le plus fréquenté, qui est Jean Val, qui était également un poète qui a écrit et publié des poésies tout à fait remarquables. Je pense que Deleuze, qui est également un des philosophes que je préfère. Excusez-moi si je dis cela, mais je ne dis pas cela pour éliminer toi-même en tant que philosophe ou d'autres, mais c'est parce que je choisissais, lorsque tu parles de poésie, et lorsque tu cites certaines formules de Spinoza, par exemple, qui est on ne peut moins poète au sens ouvert du terme et ne se veut pas poète. Le philosophe, lorsque tu cites l'homme libre qui ne pense pas à la mort ou qui ne médite pas sur la mort, je pense que peut-être aussi Deleuze est très riche en formules. Je pense que on pourrait peut-être dire dans le philosophe ce qui va briller tout à coup comme incursion, comme éclair poétique, n'est-ce pas la formule? La formule qui jaillira tout à coup dans l'œuvre de Deleuze, par exemple, des formules empruntées à un poète comme qui est Artaud, faites-vous un corps sans organes, ou les formules sur qui concernent également chez Deleuze tous ces concepts qui sont des concepts qui ne sont pas empruntés à la classification ordinaire de la philosophie démonstrative, sont également des formules que l'on peut considérer comme étant poétiques. J'emploierai là-dessus d'ailleurs également une formule qui est de Foucault cette fois, la vérité, la différence entre la vérité démonstrative et la vérité foudre. La vérité foudre, c'est, n'est-ce pas, justement, la jonction, l'éclair poétique qui illumine la philosophie, qui fait que son langage sera toujours inadéquat à un langage mathématiquement de la démonstration mathématique. C'est ce que je voulais dire. Est-ce que, en interprétant ce que tu viens de dire de cette façon, suis-je en concordance avec ta pensée ou est-ce que je la trahis, puisque ta conception de la philosophie est essentiellement liée à une ontologie qui est une ontologie mathématique. Alors peut-être si l'on dit la formule philosophique en tant que poésie et qui était un éclair de la vérité dans la philosophie, n'est pas elle-même mathématisable. Mais est-ce que si je trahis par là même ta pensée ou est-ce que je suis en accord avec elle? Non, mais ce que j'ai essayé de dire n'était que partiellement une exposition de ma pensée, parce que ce que tu as souligné là à l'instant, c'est ce que je disais dans l'avant-dernière thèse, à savoir qu'il y a eu, à partir de quelque part dans le XXe siècle, les périodisations strictes, c'est toujours difficile à faire, il y a eu une réapparition de cette possibilité de la philosophie de se mouvoir quelque part entre l'argumentation et le poème.
Alors après, les différentes façons de se mouvoir entre l'argumentation et le poème, ce sont les différentes philosophies. Tu vois, là c'est autre chose, c'est un débat intra-philosophique. Bien entendu, je voudrais d'ailleurs rappeler que par ailleurs, Deleuze s'est grandement intéressé aux mathématiques. Il a écrit des choses tout à fait intéressantes sur les espaces de Riemann, etc. Donc là, je pense que c'est reconstitué un terrain commun que tu balises de ton côté à toi. Mais ça n'est pas cette polémique-là n'était pas mon sujet. Mon sujet, c'était de dire que la grande tradition philosophique établit toujours, d'une certaine façon, son langage dans une contrainte éventuellement très lointaine des mathématiques qui prend la forme de l'argumentation. Malgré tout, même Deleuze est quelqu'un qui argumente de façon stricte et sévère, très souvent, en réalité. Et d'un autre côté, quelque chose qui est contraire, une prose plus libérée, plus poétisée, plus inventive, qui est chargée quand même, en général, de capter, y compris dans la formule, le foudroiement de ce qui arrive, l'événement, la tempête, tout ce que tu voudras. Donc, sur ce que tu viens de dire, je suis tout à fait d'accord, tu n'as trahi personne. Mais je ne vais pas accaparer. Jacques, je te laisse la parole, peut-être. Non, j'ai rien de spécial à dire sur le fond. Moi, je ne commenterai qu'un petit point vraiment tout à fait particulier. C'est est-ce que tu ne penses pas quand même que ce Platane est une réponse à La Fontaine, enfin, dire que le chêne est comme le roseau. Bien sûr, il l'est aussi, mais je n'ai pas fait une explication de texte du Platane, d'une certaine façon. J'ai pris le Platane comme significatif, allégoriquement, de ce qu'est la discussion du philosophe lui-même à l'intérieur d'un poème, là, avec le Platane. Parce que, pas oublier que chez Valéry, la conscience philosophique, y compris démonstrative, est toujours présente à l'intérieur des poèmes eux-mêmes. Exactement comme dans la fameuse strophe Zénon, un cruel Zénon, m'as-tu percé de flèches gelées, Parménide est présent dans le poème. Et là, je voulais dire simplement, voilà, c'est un exemple assez frappant d'un poème qui interpelle la nature, en quelque sorte, dans l'idée qu'elle va lui rendre ce service à lui, poète, d'être une magnifique allégorie de ce qui est. Et c'est intéressant que le poème s'oriente vers le fait que la nature lui répond « va te faire voir ». Il y a quelque chose qui me chiffonne un peu. C'est que quand tu parles des mathématiques, tu as pris soin dans les premières thèses de dire à chaque fois les mathématiques aperçues par le philosophe. Ce que tu ne redis pas, évidemment, parce qu'il y a 13 thèses, il y a un effet de répétition jusqu'à la fin. Dans la mesure où tu parles du forçage. Et la manière dont tu l'avais élaboré, c'est que tu étais allé chercher le forçage, c'était quand même dans la langue mathématique, et non pas dans la langue poétique. Donc, de toute façon, il y a quand même un modèle mathématique aussi pour produire quelque chose qui est l'événement. Donc c'est ça que j'ai du mal à ajuster dans ce que tu dis, quoi. Oui, mais alors, tu me fais entrer dans la technique un peu. Je veux dire, ce que je cherche à expliquer dans l'être et l'événement, c'est que l'être doit être tel que soit pensable quelque chose qui y fait exception. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans la mathématique la plus contemporaine, dont on pourrait soutenir qu'elle-même, finalement, prend quelque part sa lisière avec la poésie. On voit d'ailleurs apparaître des personnages comme Jacques Roubaud, qui sont des mathématiciens très avertis et qui sont des poètes aussi. Et donc, il fallait que je montre comment la mathématique contemporaine inscrivait quelque part la possibilité du marquage événementiel. Alors, un marquage événementiel, ça veut dire que un ensemble quelconque, une multiplicité quelconque, un monde quelconque, se trouve en un point frappé par quelque chose de tel que va se déployer en lui-même ce que j'appelle, enfin, ce que les mathématiciens ont appelé un ensemble générique, c'est-à-dire un ensemble qui est soustrait à tout savoir. En tant qu'il est soustrait à tout savoir, il ne peut être nommé que poétiquement. Voilà.
Mais ce dont il s'agit, c'est de repérer que les mathématiques sont allées jusqu'à indiquer la possibilité de ça, mais pas la pensée réelle de ça, pas le nom de ça. C'est-à-dire que dans une situation concrète, l'ensemble générique va résulter d'une coupure événementielle qui, elle, est hors nom possible du point de vue des mathématiques. Oui, je sais pas si ça marche. Puisque la Coulabart avait été évoquée de manière initiale en ce qui concerne la possibilité de faire des thèses, je pensais évidemment à Derrida qui parlait toujours plutôt de la thèse avec L', donc une thèse qui se défait. Mais effectivement, il ne se réfère pas beaucoup aux mathématiques et davantage à la poésie, bien sûr. Et en ce qui concerne la poésie, j'étais évidemment assez étonné de l'universalité du propos quasiment mathématique de la poésie à travers les langues, quelle que soit en fin de compte la traduction, avec une grande qualité de traduction certainement, mais d'une certaine manière, il n'y a pas de perte trop importante dans la traduction pour que cet universel de la qualité poétique et de l'événementiel poétique, puisqu'il s'agit de nommer un événement à chaque fois, serait perçu et rendu. Je ne vais pas remplacer évidemment la Coulabart ou Derrida ou d'autres penseurs qui ne sont peut-être pas totalement suturés d'ailleurs à la poésie, selon votre expression, mais qui quand même auraient émis évidemment de grandes réserves, auraient été extrêmement surpris, puisqu'il y a seulement de la perte dans le langage, donc de la perte de quelque chose de l'événement qui ne serait pas encore parvenu à nous, sinon pour des lecteurs futurs peut-être. Et cette poétisation aussi des mathématiques, la philosophie donc, poétisation latente des mathématiques, une définition très forte, hein, bon, évidemment, on peut encore la méditer un certain temps, mais bon, évidemment, c'est toujours le fait que l'être soit mathème qui sous-tend toute votre pensée, qui vous distingue très, très fortement du courant heideggerien. Donc, évidemment, c'est une architecture très, très forte. Bon, je sais pas, c'est pas une question en définitive, c'est plus une impression que je communique là. Mais néanmoins, ce sont des thèses assez nouvelles. Donc, la thèse 10 et la thèse 12, si je puis dire, par rapport à ce que l'on dit habituellement dans les rapports entre philosophie et poésie. Ce n'est plus très romantique d'une certaine manière, mais c'est d'un universalisme ça, à toute épreuve. Alors, à toute épreuve. Je ne sais pas s'il n'y a pas quand même de la perte dans les traductions, néanmoins, et donc une certaine histoire de la perte que ne recueillerait pas, en fin de compte, ni le philosophe, ni le poète. Voilà, je ne sais pas. Je pense que c'est une particularité de la poésie par rapport aux mathématiques, c'est justement qu'il y a nécessairement une perte. Parce que, en réalité, ça c'est Lacan a raison, il dit, le mathème, c'est une transmission sans perte. C'est sa définition. Mais justement, la transmission sans perte, c'est les mathématiques. Si c'est la poésie qui a à charge de transmettre, il y aura une perte. Mais ça n'empêche pas que c'est elle qui transmet, avec une perte dont on sait cependant qu'elle n'est pas telle qu'elle empêche la transmission. C'est tout ce que je voulais dire. C'est-à-dire que je ne disais pas que tout poème est exactement traductible, qu'il n'y a aucun reste, etc. Non, je disais, il y a dans l'ordre de ce qui advient quelque chose qui ne peut transiter que dans des figures poétiques au sens large. Et si ces figures poétiques au sens large sont en effet dans une langue particulière, il est vrai que leur traduction, si on n'a pas pu apprendre cette langue, ça c'est une autre question, nous devrions savoir toutes les langues, normalement, mais enfin, c'est pas facile. Si on n'a pas pu, enfin, il y aura une perte. Et donc, l'événement, la capacité d'un événement est quelque chose qui se transmet toujours avec un certain coefficient de perte. Et on cherche à rétablir l'intégrité maximale de ce coefficient de perte par des traductions successives, des conflits de traduction, etc. Je parle des poèmes, là, à proprement parler. Mais c'est un peu la même chose si on parlait des expériences historiques, mais on ne va pas se lancer là-dedans. On va demander... Oui. Tu veux bien refaire ton travail? C'est beaucoup? Non. On veut l'enregistrer. Non. Une question d'égalité, là. D'accord. Oui, une
une question dans les rapports entre philosophie et la langue. Qu'est-ce que tu dirais sur cette phrase que j'ai lue chez Wittgenstein dans les investigations philosophiques, quand il dit « La philosophie, c'est le combat contre l'encercellement de l'esprit par la langue ». Oui. Toujours un jeune. Ah, je vais vers le jeune. Et une là-haut. Hein, je suis désolé, je fais du me souviens. racisme d'âge. Combattre l'encerclement par la langue, c'est ça. À un moment donné, il faut le faire parce que sinon, ça fonctionne plus. Où il est le garçon? Je suis d'accord. Par les mathématiques et pour la politique. Bonsoir, messieurs. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour le temps que vous nous accordez, sachant que le temps est très précieux. Deuxième chose, j'aimerais aussi saluer aussi l'intervention de M. Badiou. Je pense que si j'avais eu un professeur de philosophie comme vous, j'aurais cherché à passer mon baccalauréat et j'aurais ensuite fait des études, au grand bonheur ou au malheur de mes parents. Autre chose plus importante, au sujet des, comment dire, de l'importance, vous avez parlé de stratégie politique, M. Badiou, et je me suis posé la question, quel serait l'intérêt pour, comment dire, une élite, un groupe d'hommes ou un État, par exemple, de distribuer de l'art médiocre, une éducation qui soit très moyenne à des citoyens. On a bien compris l'importance dans la Révolution, comme le disait un des bras du Che Guevara, d'un art de qualité. Un art de qualité pour provoquer une révolution, en fait. Et je me posais la question, quel était, selon vous, l'intérêt justement de contrôler l'art, de distribuer de l'art médiocre, et de le célébrer, de l'officialiser dans une dimension stratégique. Où est-ce que nous amène tout ça, en fait? C'est ça que je me posais une question, et je pense que vous êtes à même de répondre à cette question. Voilà, merci. Merci. Troisième, allez, Oui, je réponds. Je réponds tout de suite. Je viens vous voir, là. Oui, d'ailleurs, si on engage la discussion du côté de la stratégie politique, on n'aura pas les bases nécessaires pour le faire sans le faire de façon tout à fait superficielle, en fait. Parce que, comprenez bien que quand on est dans mathématiques et poésie, le transfert du côté de stratégie politique est vraiment un transfert, c'est-à-dire on change le système des conditions de la philosophie. Alors, je voudrais quand même vous signaler, même si ça fait un peu publicitaire, que je viens de publier un livre qui s'appelle « Je vous sais si nombreux », et que la deuxième partie de ce livre, c'est 13 thèses sur la politique. Et je crois que votre question est là. Je suis en train de faire des 13 thèses sur tout, et j'ai fait 13 thèses sur la politique. Et d'une certaine manière, vous comprenez, la seule piste que je pourrais vous dire, est que dans le champ politique, ce qui occupe la place des mathématiques, c'est l'État et le droit. Et ce qui occupe la place de la poésie, c'est le mouvement populaire de masse. Voilà. Et que la politique proprement dite, c'est toujours de trouver les moyens créateurs de se situer dans un rapport nouveau, entièrement nouveau, entre la figure structurale de l'État et de la loi, incluant, si on est marxiste, la figure de la propriété, des classes, etc., d'un côté, qui est en quelque sorte comme l'algèbre de la politique, c'est-à-dire la chose qui est codée et qui est là, et puis de l'autre côté, le caractère imprévisible et créateur des mouvements populaires de toutes formes, qui, exactement comme l'irruption poétique, sont événementiels. Et donc, qu'est-ce qui fait rapport, qui constitue un rapport stable entre cet événement irréductible et toujours précaire qu'est
la mobilisation populaire et ses ressources créatrices d'un côté, et de l'autre la stabilité structurelle de l'État et de ses moyens défensifs. Et ça, c'est une stratégie politique. Une stratégie politique, en général, c'est ça, toujours. Après, si vous voulez une stratégie politique maintenant, je ne vous la donnerai pas. Je ne la donnerai pas parce que je ne l'ai pas, à vrai dire. Je ne l'ai pas dans les conditions du présent. C'est-à-dire, ce que je vois dans le présent, c'est d'un côté, je vois très bien quelle est la figure de la domination et de son organisation. Je vois très bien que le capitalisme mondialisé, les États, etc., je peux faire une description de conjoncture. Et de l'autre côté, je vois très bien qu'il y a de très intéressants mouvements populaires dans les 10 dernières années. Ça, je peux le décrire. Hein? Quel est? C'est quoi le philosophe du coup, c'est quoi la place du philosophe dans le monde contemporain? Non, mais le philosophe contemporain, c'est pas la stratégie politique. Alors là, j'ai dit dès le début quand même que la philosophie, elle est sous condition. Hein? Finalement, ni Platon, ni Descartes, ni Sartre, ni Derrida, ni Hegel, ni Heidegger n'ont été ceux qui ont proposé une stratégie politique. Les gens qui ont proposé une stratégie politique, c'était des gens comme Robespierre ou Lénine. Ce n'est pas la même espèce. Hein. Et ils étaient eux-mêmes très liés aux philosophes. Ils avaient beaucoup tiré des philosophes. Robespierre n'était pas concevable sans une lecture très attentive de Rousseau. Et puis et Lénine sans une lecture très attentive de Marx, et Marx sans une lecture très attentive de Hegel. Donc je ne dis pas que la philosophie n'était pour rien, mais ce n'est pas elle qui invente, crée et dispose la stratégie politique. Ce sont les militants politiques qui sont sur le terrain, qui se coltinent les questions d'organisation et dont la vie est consacrée à cette affaire. Après, ça a des influences en retour sur la politique. Donc moi, ce que je peux dire, c'est voilà où en sont les problèmes de la stratégie politique aujourd'hui, voilà où ça peut se situer historiquement, parce que des expériences antérieures, on en a, y compris de relations avec la philosophie, mais il ne faut pas me demander de proposer une stratégie politique. Pas plus que de me demander de nouveaux théorèmes de mathématiques, vous comprenez, ou d'écrire une grande épopée. J'aimerais bien, hein, notez, j'aimerais bien. Je fais un peu de théâtre, je fais un peu de roman. Hein. Bon, voilà, mais c'est pas la philosophie, c'est sous condition de tout ça. Et il faut l'accepter. Ingold, sur l'ensorcellement. Hein? Ingold. Ah oui. Alors, combattre l'encerclement par la langue, Wittgenstein. L'ensorcellement. Ah, l'encerclement, oui. Non, il a dit l'ensorcellement. Ah, l'ensorcellement. L'ensorcellement. Ah, combattre l'ensorcellement par les langues ou par la langue? De la pensée par la langue. Je crois qu'il a parlé de l'ensorcellement de la pensée par la langue. L'ensorcellement de la pensée par la langue. Ça change tout. Il a plus Non, mais comme toujours, il y a évidemment quelque chose de vrai dans cet énoncé. Il y a quelque chose de vrai dans cet énoncé parce que l'encerclement de l'esprit par la langue, l'ensorcellement, oui, mais c'est pareil, c'est pas plus grave. Ça veut de toute façon dire que la langue joue des mauvais tours à l'esprit, quoi, voilà. Et l'égare. Donc elle est ensorcelée, encerclée. Elle est ce que je rappelle dans Wittgenstein en concluait, c'est que tous les énoncés philosophiques jusqu'à aujourd'hui sont des non-sens. C'était donc une critique radicale de la philosophie, jusqu'à la réforme qu'en proposait Wittgenstein et un certain nombre d'amis. Mais cet ensorcellement de l'esprit par la langue faisait que ce que prononçait la philosophie était en général des non-sens, était insensé. Et donc c'est la question de la relation de la philosophie au sens, cette affaire. Qu'est-ce que c'est que la capacité de la philosophie à produire du sens qui serait du sens libre au regard de l'ensorcellement par la langue, effectivement. Or ça conduit immédiatement à se placer sous condition de ce qui déjà, y compris d'ailleurs pour Wittgenstein, au moins à un certain moment,
éloigne la langue de cette capacité ensorcelante quant au sens, c'est-à-dire les mathématiques et la science d'un côté et l'art de l'autre. Et c'est bien ce vers quoi Wittgenstein se tourne finalement. D'un côté vers les mathématiques avec une tendance de plus en plus critique, à vrai dire, au fur et à mesure que le temps passe, et de l'autre côté vers l'art et l'esthétique, considérés comme une figure qui, d'une certaine façon, est en dehors de la contrainte stricte de l'organisation langagière. Donc, oui, combattre l'ensorcellement de l'esprit par la langue, c'est avoir recours soit au formalisme scientifique, soit à la création artistique. Donc je suis d'accord avec Wittgenstein sur ce point. Non, j'écoutais ce que vous disiez, je suis d'accord avec ce que dit Alain. C'était uniquement pour préciser exactement la façon dont la pensée, dont la poésie peut à la fois vérifier, s'insérer dans la poésie et en même temps compléter, élucider ce que la philosophie et ce que ne peut pas dire en utilisant uniquement la langue, soit une langue spéciale qui serait une langue trop formalisée, soit la langue ordinaire. Donc, c'est ce que j'appelais des éclairs de formules, ces formules qui apparaissent comme par éclairs dans ces vérités qui sont portées par la philosophie et qui apparaissent, comme je disais Foucault, comme des vérités foudres. C'est ça que je crois beaucoup dans la philosophie. Je ne suis pas... Je suis à la fois philosophe, d'autre part, une certaine conception de la philosophie, je pense, à mon époque, à l'époque où nous avons commencé la philosophie, était s'orienter vers ce qu'on appelait la fin de la philosophie, c'est-à-dire on pensait que la philosophie en tant que discours achevé, en tant que vérité démonstrative, avait fait son temps, qu'il n'y avait plus de livre philosophique possible. Je suis un peu gêné dans mon expression parce que quand je dis cela, je pense que toi, Alain Badiou, tu penses la philosophie à partir précisément non seulement d'une vérité démonstrative possible, c'est-à-dire non seulement d'un livre, mais puisque tu conçois trois livres philosophiques qui sont consacrés à l'art, qui sont consacrés à la vérité, qui sont consacrés à l'amour. Donc j'ai l'impression, je donne l'impression un petit peu à la fois de dire je t'approuve et en même temps je te critique sur ce plan-là. C'est ça qui me fait que ma position est un petit peu ambiguë et que j'ai été très heureux de t'entendre. À mon sens, sortir un peu de cette idée d'un système philosophique en parlant de la vérité poétique qui s'exprime, dont la philosophie a besoin pour pouvoir s'exprimer et se différencier d'un langage trop formalisé. Voilà ce que je voulais dire. Oh oui, tout à fait. Alors, c'est ce qui t'explique à la fois mon assentiment et un peu mon embarras. Ben, je te laisse dans cette posture. Ma petite question picturale. Que penseriez-vous d'une supposée universalité de la peinture qui effectivement n'a pas les mêmes problèmes de traduction, qui a pour elle 30 000 ans d'âge, effectivement, auquel vous vous référez d'ailleurs pour montrer la fidélité aux vérités artistiques auxquelles il faut s'incorporer,
Et donc, dans le deuxième volume de Être et événement, il y a bien cette référence aux 30 000 ans d'art. C'est la question que je me poserai en plus. Donc je pense que la peinture est une forme de création artistique de première grandeur. C'est peut-être même dans mon livre non encore paru, je propose de dire qu'à certains égards, peinture et musique sont les deux figures les plus pures de la création artistique, l'une comme l'autre. Donc ça ne pose pas de problème pour moi. Ce que je pense, c'est que la peinture est toujours beaucoup plus distante de prime abord de la philosophie, tout simplement parce que le matériau n'est pas le même, à la différence de la poésie, hein, et à la différence des mathématiques, qui sont aussi des choses écrites comme ça. Donc la peinture, on peut s'y référer localement, par éclair, sur ceci, sur cela. L'universalité de la peinture, à mon avis, est évidente, et elle l'est de plus en plus, parce qu'elle finit par reconnaître aussi comme la grandeur artistique de pratiques picturales qui étaient autrefois inconnues ou méprisées. Et donc le philosophe gagne tout à fréquenter la peinture. J'essaie de le faire à ma façon. Mais on voit bien, on n'est pas dans le même bord à bord qu'avec les arts de l'écriture d'un côté et les mathématiques de l'autre. Voilà pourquoi souvent c'est aussi les philosophies qui accordent le plus d'importance à la sensation, à la perception, qui se tournent vers la peinture, vers l'Oponti, ce genre de... Même Sartre lui-même, qui a écrit un grand ouvrage sur le Tintoret. Alors que moi, je serais plutôt quand même du côté du théâtre, du roman. Mais au fond, la musique et la peinture, en même temps, c'est quelque chose dont je vois bien que la puissance est extraordinaire. Mais que ça entre dans la philosophie n'est pas immédiat. Voilà. Bien, nous allons donc mettre fin à ce... Vas-y. Non, je tenais, parce que j'avais oublié. Surtout puisque, d'une certaine manière, d'une certaine façon, cette séance a été organisée autour de moi, et on pourrait dire en mon honneur. Ne parlons pas d'hommages, ce qui me ferait trop penser aux hommages assez bizarres qui ont été prodigués ces temps-ci sur les écrans de télévision et par les personnalités d'État. Donc ne parlons pas d'hommages qui me soient rendus. On pourrait dire que vous avez eu la gentillesse de venir, de parler pour me faire plaisir dans mon séminaire, qui va se conclure d'ailleurs, et que vous avez voulu participer à cette clôture, en l'illustrant, en lui donnant une sorte de relief tout à fait particulier, et en lui apportant des contributions tout à fait fondamentales et inoubliables. C'est pour ça que je voulais vous remercier, Jacques Rancière et Alain Badiou, d'une façon très profonde pour votre gentillesse à mon égard, et pour le temps que vous avez dépensé à contribuer également à la tenue de ce séminaire qui a rassemblé, et je crois que c'est indispensable, à Paris 8, pendant une trentaine d'années, enfin peut-être pas, mais plus de 20 ans, ou quasiment, un certain nombre d'étudiants qui, même s'il n'y en a pas eu beaucoup, ont pu faire la continuité avec ceux que je tiens à également l'affirmer, avec ce qu'était ce qu'on a appelé et que l'on a voulu supprimer et éliminer, un esprit incontestable de Vincennes en tant qu'université issue des
des événements de révolte, de contestation, d'émancipation, on pourrait dire, de la pensée qui a voulu se manifester en 1968, de sorte que c'est cette continuité avec le Vincennes de sa fondation que je voudrais célébrer et commémorer en quelque sorte avec vous. Et je vous remercie très profondément de votre participation. C'est ce que je voulais dire essentiellement, et même uniquement d'ailleurs. Merci.